Je vous ai annoncé samedi dernier que je vous entretiendrai cette semaine des options, des choix fondamentaux qui commanderont ma politique. J'ai donc demandé à M. Roger Louis de bien vouloir recommencer le dialogue, le poursuivre, celui que nous avons engagé avant le premier tour de scrutin. C'est ce que nous allons essayer de faire, Monsieur Mitterrand. Je crois tout d'abord qu'en tant que citoyens, nous sommes tous convaincus de la gravité du choix que nous avons à faire le 19 décembre. Dans la mesure où nous sommes amenés à choisir entre deux politiques radicalement différentes l'une de l'autre au travers de deux hommes. Mais je crois aussi que la difficulté qui se pose à un certain nombre de citoyens peut-être est que ces deux politiques différentes s'expriment en définitive sur un plan général par des termes semblables. Si vous voulez, quand je me réfère aux deux déclarations de samedi dernier, je retrouve la nécessité de la paix, je retrouve le danger nucléaire, je retrouve la nécessité d'un équilibre entre les deux blocs, je retrouve, bref, un certain nombre, si vous voulez, de termes semblables. Et je peux concevoir qu'il soit difficile de comprendre dans quelle mesure ces deux politiques sont effectivement différentes. Peut-on dire tout de même qu'il y a une politique étrangère du général de Gaulle? Personnellement, je ne le crois pas. En effet, il a fait toutes les politiques depuis 7 ans, et quelquefois même toutes à la fois. Mais si je voulais simplifier mon propos, je dirais qu'il y eut d'abord une politique qui tendait à installer la France au sommet de l'Alliance Atlantique. C'était la politique du directoire à trois. États-Unis, Grande-Bretagne, France. Cette politique a échoué. Alors on en a changé. On en a changé pour se retourner vers la Russie soviétique un moment, en espérant s'installer dans le club atomique. États-Unis, Grande-Bretagne, Russie soviétique, France. Cette politique a échoué. Alors on en a changé. On a voulu se rapprocher encore de la Russie soviétique en désignant au loin ce que le général de Gaulle a appelé lui-même le péril jaune, spéculant sur les futures divisions de la Chine et de la Russie. Cette politique, à ce moment-là, a échoué, alors on en a changé. Et ce péril jaune, on s'en est accommodé, puisque le général de Gaulle, et il a bien fait, a reconnu l'existence politique et diplomatique de la Chine populaire. Sur le plan de l'Europe, le général de Gaulle, on le sait, a toujours été très réticent à l'égard d'une organisation politique de l'Europe. Cependant, au moment où on a discuté du marché commun, il a commencé par écarter la Grande-Bretagne. Il a fait une politique sur la base du traité franco-allemand. Et puis le traité franco-allemand a en réalité échoué. Alors on a changé de politique. À un moment, on a amorcé une politique européenne sur la base de ce qu'on a appelé le plan Fouché. De cette politique européenne, il n'est aujourd'hui plus question, dans la mesure même où le plan Fouché a été rejeté par nos 5 autres partenaires. Bref, on est anti-américain avec les Russes, anti-russe avec les Américains, anti-anglais avec les Allemands, anti-allemand avec les Anglais, anti-chinois avec les Russes, anti-russes. J'arrête là mon énumération. Il n'y a pas une politique étrangère du général de Gaulle. Cette politique, en réalité, est opportuniste et changeante. Et ce que j'oppose précisément à cet aspect des choses, c'est qu'un gouvernement qui serait désigné au lendemain des élections générales du début de 1966 devra axer toute sa politique sur le service de la paix. Et je définirai dans un moment ce que j'entends par là. Bien, et si vous le permettez, donc, axer toute sa politique au service de la paix est actuellement troublée dans le monde. Elle est troublée à la fois sur un plan précis qui est le problème du Vietnam, par exemple, sur lequel je crois qu'une position a été prise, mais qui me paraissent être effectivement dangereuse comme situation. Quelle est votre attitude à ce propos? Mon attitude est claire.
Je pense qu'il n'est pas possible de régler un conflit de ce genre par le simple moyen d'un conflit militaire. Ce n'est pas avec des bombardements qu'on arrêtera le mouvement de ces immenses populations du sud-est asiatique. Je suis convaincu que les États-Unis d'Amérique s'en rendent compte et qu'eux-mêmes désireront le jour voulu une solution pacifique conforme aux intérêts de l'univers tout entier. J'approuve certes la politique de la France, car je ne suis pas systématique. Lorsque se référant à des accords vieux de 10 ans, signés au temps où M. Pierre Mendès France était président du Conseil et j'étais son ministre de l'Intérieur, on a, pour régler notre guerre d'Indochine, déjà décidé à Genève, entre 14 pays, de définir une politique d'équilibre dans le sud-est asiatique. Eh bien, je trouve heureux qu'aujourd'hui, la France se rapporte à ce traité ancien pour demander à tous les pays du monde de bien vouloir rétablir la paix dans ce secteur vietnamien. Mais j'observe à cet égard une contradiction extrêmement grave dans les propos du général de Gaulle. En effet, dans son discours de samedi soir, il a déclaré ceci: partout où une guerre éclate, la France doit aussitôt intervenir pour la faire cesser. Il a raison. Et il ajoute: parce que nous risquerions d'être entraînés dans un engrenage, ou comme on dit, dans une escalade qui aboutirait à la guerre atomique. Cette analyse est encore exacte. Il est certain que si l'on ne met un terme à la guerre du Vietnam, peu à peu, par entraînement mutuel, on risque, après avoir usé des armements classiques, d'aboutir aux armements terribles d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la guerre nucléaire. Je m'excuse de vous interrompre, M. Mitterrand, mais vous avez parlé tout à l'heure de contradictions profondes par rapport à la politique exprimée par le général de Gaulle. Et je ne vois pas très bien, au travers de ce que vous venez de nous dire à propos du Vietnam, où elle se situe, cette contradiction. Eh bien, voilà où se trouve cette contradiction tragique. D'une part, le général de Gaulle met en garde contre l'engrenage, contre l'escalade, et dit qu'il faut arrêter le conflit le plus tôt possible. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il propose la force de frappe nationale, française. Mais lorsque la France aura sa force de frappe nationale, je l'ai dit, je le répète et je le répéterai, à qui, à quel pays interdira-t-on la possibilité de posséder à son tour sa force de frappe nationale? Dans la théorie de l'escalade, qui est une sorte de luxe pour les grandes puissances, l'escalade leur accorde un répit au détriment de ceux qui se battent dans les conditions atroces. Mais tout de même, cela leur évite d'engager tout de suite le moment fatal, où l'arme nucléaire se déclenchant, la vie du monde est en péril. Le général de Gaulle, en face de cette menace, prétend, au nom de la France, à la dissémination de l'arme nucléaire. Il réclame pour nous ce moyen destructeur, ce moyen de terreur, qui oblige la stratégie française à condamner l'escalade, mais à faire pire. Si l'escalade est à rejeter, au moins laisse-t-elle du temps devant soi. Mais la stratégie militaire française consiste, ainsi que cela a été précisé par le ministre des Forces armées lui-même, par toutes les hautes autorités françaises, consiste, dès la première minute d'un conflit qui nous concerne, à déclencher la bombe atomique, à déclencher la guerre atomique. C'est ce moyen, c'est ce remède, pire encore que le mal, que je conteste. Et j'observe de quelle manière le général de Gaulle a évité, lors de son allocution de samedi, de s'engager sur le terrain difficile de la force de frappe, qui s'est parfaitement condamné par l'immense majorité des Français. Ce que j'oppose, moi, à cela, pour réduire cette contradiction, c'est précisément d'éviter que des pays comme le Vietnam du Nord, comme le Vietnam du Sud, que tout pays à jamais puisse détenir ce moyen de terreur.
Et voilà pourquoi j'ai dit que dès le premier moment, je déposerai, moi, président de la République, un projet à l'Organisation des Nations Unies pour empêcher la dissémination, la prolifération de l'arme nucléaire. Comment, mais dans 2 ans, 14 pays nouveaux détiendront cette arme. Dans 50 ans, où en serons-nous? Il n'y aura plus un conflit possible sans qu'aussitôt l'agresseur ou l'agressé menace de faire sauter le monde. C'est le plus grand danger que court la paix. Tout homme d'État responsable qui accepte la course à cet armement menace la paix. Et il n'y a pas de bonne parole sur la situation du Sud-Est asiatique qui puisse empêcher cette réalité impérieuse. Ou bien le monde ira vers la prolifération de l'arme nucléaire, ou bien tous les pays du monde, y compris l'Allemagne, détiendront cette force, ou bien une société internationale l'interdira. Moi, mon choix politique, qui n'est pas contradictoire avec ma condamnation de la théorie de l'escalade, moi, mon choix politique, c'est de défendre la paix en interdisant le moyen nucléaire. Le problème de la défense de la paix passe aussi, me semble-t-il, par le problème de l'équilibre entre les deux blocs, de l'équilibre pacifique entre les deux blocs. Quel rôle pratique attribuez-vous à la France dans ce domaine? C'est un problème capital. La France est à l'heure actuelle membre, comme vous le savez, d'une alliance. C'est l'Alliance Atlantique. Cette Alliance Atlantique est dotée d'une organisation militaire, c'est ce qu'on appelle l'OTAN ou le NATO. Cette organisation militaire peut être revisée d'ici 1969, selon les termes mêmes du traité, et il sera heureux, comme l'a prévu le général de Gaulle, et comme je le ferai moi-même, de reviser cette organisation militaire. Seulement, je souhaiterais que cette révision se réglât dans des conditions plus aimables, plus cordiales avec le grand peuple américain. Il est bon, dans le même moment, d'engager des conversations avec les pays de l'Est et spécifiquement la Russie soviétique. On peut garder ses anciens alliés et en conquérir de nouveaux. Cela est excellent. Il n'est pas nécessaire d'avoir à choisir, surtout précisément que nous sommes éloignés des rivages de la guerre froide. Il faut donc, et on a raison de le faire, se retourner du côté des pays de l'Est en s'engageant, comme l'ont fait à Vienne il y a quelques années, messieurs Kennedy et Khrouchtchev s'engager hardiment dans une politique de coexistence pacifique. Mais là où la position du gouvernement français et du chef de l'État actuel est illogique, c'est que dans le même moment, la France disparaît pratiquement de tous les endroits où l'on discute de la paix du monde. Nous ne sommes pas à Genève, où l'on discute du désarmement. Les États-Unis et la Russie y sont. Nous n'étions pas à Moscou lorsqu'on a décidé l'arrêt des expériences nucléaires. Mais les États-Unis d'Amérique et la Russie ont, eux, signé cet accord. Nous sommes rarement, par intermittence, à l'Organisation des Nations Unies, où cependant, il est nécessaire de comprendre que tous les peuples assemblés peuvent entendre et doivent entendre de hauts messages pacifiques pour créer un nouvel état d'esprit sur l'ensemble du globe. Ainsi, sur tous les points, on observe des contradictions intimes dans la politique étrangère du général de Gaulle. En réalité, il y a tout de même bien une ligne directrice. Cette ligne directrice, c'est le nationalisme français. Lorsque le général de Gaulle condamne certaines formes anciennes qui ont amené à de terribles déchirements dans l'Europe, en réalité, ces déchirements ont tenu au nationalisme. Nationalisme prussien, nationalisme espagnol, nationalisme français, nationalisme britannique, je vous passe la suite. Voilà pourquoi je pense, si vous me posez cette question, que la politique de détente avec l'Est, qui est une excellente chose, et qui n'est pas forcément contradictoire avec une politique de maintien de nos alliances, devrait s'accompagner d'un certain nombre d'actes positifs, c'est-à-dire de la présence de la France partout où l'on discute de la paix, partout où on la construit.
vous avez parlé de contradictions intimes dans la politique du général de Gaulle. Je crois qu'un certain nombre de citoyens se posent le problème de savoir si la présence du Parti communiste dans l'ensemble de la gauche ne vous amènera pas à retrouver, vous aussi, des contradictions intimes dans la politique que vous pensez mener. Il n'y a pas de contradiction à partir du moment où j'ai précisé avec la plus grande clarté mes positions. Voyons, j'ai été candidat le 9 septembre dernier. J'ai aussitôt dit ce que j'entendais faire, précisément sur le plan qui nous occupe, sur celui de l'Europe en particulier. J'ai ensuite défini dans une conférence de presse à la fin du mois de septembre mes options fondamentales. Et j'ai dit sur le plan de la politique extérieure que je désirais maintenir l'Alliance Atlantique, que je désirais construire l'Europe, mais que je désirais engager cette Europe dans la voie catégorique de la coexistence pacifique. Ceci a été clair, et les grandes formations politiques qui me soutiennent, notamment le Parti communiste, se sont décidées librement et en connaissance de cause. Et de cette manière, ces formations politiques ont montré qu'elles préféraient choisir, dans les circonstances présentes, ce qui unit la gauche à ce qui la divise. Mais pour ce qui me concerne, j'ai pris des engagements publics. Ces engagements, ce sont les miens, président de la République. Il sera de mon devoir de rester fidèle au contrat qui aura été ainsi signé entre l'opinion publique et moi-même, entre le suffrage universel qui m'aura donné la majorité. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté possible. La majorité future sera elle-même engagée dans la voie que j'ai tracée. Sans doute faudrait-il préciser un certain nombre de points. Je ne veux pas faire n'importe quelle Europe. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Et il est logique que les formations politiques responsables continuent de me poser des questions. Mais je le dis, la présence du Parti communiste au sein de la majorité qui m'aurait élu président de la République signifie un engagement réciproque loyal. J'ai engagé ma responsabilité. Je ne veux pas renoncer à mes propres convictions. Personne d'ailleurs ne me l'a demandé. Et tout ceci est finalement très simple. Vous venez d'aborder le problème de l'Europe. Je crois que c'est un problème important. Et je crois que vous êtes défini par rapport à la notion de supranationalité nécessaire. Pourquoi? C'est-à-dire que je pense que nous nous sommes engagés dans un certain processus. Ce processus, il est économique et technique. Il existe des accords qu'on appelle les accords de l'Euratom, la production atomique civile. Il existe des accords sur la production du charbon et de l'acier, et il existe un accord, un traité signé qui nous engage sur le marché commun, industriel et agricole. Sur le marché commun agricole, il y a des difficultés en cours dont j'ai déjà parlé et sur lesquelles je veux bien revenir. Il va de soi que cette Europe est une Europe morcelée. Autrefois, il y avait l'Europe des États. Enfin, quand je dis autrefois, à cause du général de Gaulle, on en est encore un peu là. Ce n'est pas pour lui substituer une Europe des techniques ou une Europe des secteurs économiques. Il faut bien relier tout cela. Et on ne peut relier tout cela qu'à travers un pouvoir politique. C'est pourquoi je dis à mes adversaires gaullistes, lorsque vous mettez en cause ce que vous appelez les technocrates apatrides, c'est-à-dire l'Europe des hauts fonctionnaires, vous n'êtes pas logique. Ces hauts fonctionnaires, où voulez-vous qu'ils aillent chercher des consignes et des directives s'il n'y a pas de pouvoir politique issu de la volonté populaire au-dessus d'eux? Et c'est pourquoi je dis à beaucoup de gens de gauche réticents à l'égard d'une Europe, et avec raison, des monopoles ou des cartels, une Europe qui, possédée par les grandes puissances de l'argent, ferait reculer dans chacun de nos 6 pays les conquêtes sociales. Ce n'est pas possible, et ce ne sera pas l'homme que je suis qui le permettrait. Seulement, je dis, soyez logique aussi. Si vous voulez éviter ou arrêter cette infiltration des grands monopoles dans l'Europe, alors il faut au-dessus de tout un pouvoir politique qui se fasse obéir. Il faut un pouvoir de contrôle. Il faut créer une force nouvelle issue directement du suffrage universel. Alors, je ne m'engage pas dans d'autres problèmes. Je ne veux pas m'attarder dans des discussions subalternes.
Je dis seulement qu'à partir de là, cette Europe aura elle aussi sa pleine responsabilité. Et il faudra qu'elle en use dans le sens de la paix et de la coexistence pacifique. Il faudra que l'Europe soit ouverte à tous les pays qui voudront la rejoindre, à la condition, cela va de soi, que ces pays se soumettent aux obligations communes. Il faudra que cette Europe soit facteur de coexistence pacifique, c'est-à-dire qu'elle serve de lien entre la puissance des États-Unis d'Amérique et la puissance de la Russie soviétique, sans dénouer ces attaches, mais en évitant constamment, en refusant toute hégémonie, les deux grands blocs énormes qui dominent le monde, à comprendre mieux encore qu'ils ne le font, mais ils le font quand même, que la paix est le premier des biens pour toute l'humanité. Lorsque l'Europe existera, alors je suis sûr qu'elle seule aura l'audace et le courage de contribuer autant que les grands blocs au maintien d'une société qui ne réglera plus ses conflits par la guerre, par la course à l'armement nucléaire, mais par la soumission à l'arbitrage international. Vous venez de parler de la nécessité pour l'Europe de se détacher de deux grands blocs, enfin, ou au moins de se libérer des deux grands blocs, si vous voulez. Et lorsque vous parlez d'Europe supranationale, malgré tout, l'un des problèmes qu'on se pose, c'est si cette Europe-là, telle qu'elle est actuellement, serait capable de se détacher de l'Amérique, par exemple. Je crois que c'est l'un des grands thèmes actuels pour défendre l'Europe des États. Oui, se détacher de l'Amérique n'a pas beaucoup de sens, mais reviser les liens, les accords qui nous unissent à l'Amérique sans rompre l'alliance, bah, c'est tout simplement la conséquence du temps qui passe et de l'évolution du rapport des forces. Je pense que l'Europe politique doit être une Europe sûre d'elle-même, qui acquiert sa propre personnalité, qui n'a pas besoin de demander la permission à quiconque pour agir dans un sens ou dans l'autre. Ce serait vraiment faire une injure au peuple de l'Europe, et notamment au peuple français, que de croire, penser ou de laisser dire qu'il pourrait profiter de cette nouvelle force au sein d'une communauté plus vaste pour oublier tout ce qu'il doit au peuple américain. Mais voyez-vous, je crois que se pose un autre problème. Et ce problème, c'est le problème allemand. Je suis moi-même partisan de la réconciliation franco-allemande, qui reste une nécessité dans la mesure où elle ne serait pas tout à fait accomplie. Mais je crois que le plus grand drame pour le monde serait de voir l'Allemagne s'éloigner de l'Europe, politiquement s'entend, et se rapprocher, par absence d'une force politique suffisante, de tous les endroits où un conflit reste possible. Si l'on ne fait pas le marché commun agricole, l'Allemagne fatalement cédera à la tentation de la zone de libre-échange. Si l'on ne fait pas l'Europe politique, l'Allemagne fatalement cherchera du côté américain et peut-être du côté de la possession d'un instrument militaire moderne, c'est-à-dire atomique, les conditions de sa sécurité. Alors là, il ne faut point en douter, tous les risques de guerre sont de nouveau reconstitués. Et pas un gouvernement français ne pourrait accepter que l'Allemagne détentrice de la force atomique puisse à nouveau, simplement par les hasards désastreux de l'histoire, menacer la paix du monde. Seulement, comment voulez-vous dire à l'Allemagne: ne possède pas l'arme atomique lorsque nous réclamons ce droit pour la France? Croyez-vous que ce sera tenable à travers les siècles? Je crois que la seule manière pour la France de régler le problème allemand, c'est toujours la même chose, c'est de remettre le destin de l'Allemagne comme celui de la France sur le plan de la paix. C'est de remettre le destin du monde sur le plan de la paix à des règlements internationaux et à des communautés politiques nouvelles qui nous fassent enfin sortir de l'impasse où nous sommes en raison des oppositions des nationalistes concurrents. Je vous suis bien, Monsieur Mitterrand, lorsque vous parlez du rôle possible d'une Europe établie. Mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes plus urgents, plus précis, celui du marché commun agricole, par exemple, à propos duquel vous avez dit « je reprendrai les négociations ». Mais dans quel sens? Eh bien, d'abord parce que le marché commun agricole, c'est une bonne affaire pour la France. Et c'est une bonne affaire pour les agriculteurs français.
Et ceux-ci le méritent bien, si l'on songe qu'on les a invités à s'équiper, à se moderniser, à se préparer à conquérir un marché élargi. Et ils le méritent bien si l'on songe que leurs prix sont les plus bas de l'Europe occidentale. J'engagerai donc, comme je l'ai promis, élu président de la République, de nouvelles négociations sur le marché commun agricole, et ceci dans le plus bref délai. Je ne serai pas un partenaire commode. Je n'accepterai pas que d'autres pays tentent à obtenir un système privilégié au détriment d'une autre. Mais je m'inclinerai devant le contrat que la France a signé et qui comporte, au terme du traité de Rome, une procédure pour régler les litiges. Et voyez-vous, il faut que nous élargissions le débat. Marché commun agricole, pas de marché commun agricole, et voilà que toute notre vie économique dépend de cette question. Notre vie économique doit faire l'objet, entre nous, d'un débat approfondi au cours des jours qui viendront. Mais je veux dès maintenant signifier à tous ceux qui m'entendent que ou bien le gouvernement français regardera vers le passé, tentera sur le plan économique comme sur le plan diplomatique d'enfermer la France derrière ses étroites frontières, ou bien le gouvernement de la France, comme je le veux, ouvrira l'espérance, cherchera des marchés, créera des richesses nouvelles, entrera dans des communautés politiques nouvelles, bref, croira dans le génie national de la France. Là est toute la question. Et voilà pourquoi le débat qui nous occupe déjà depuis près d'une demi-heure est un débat capital pour l'avenir de notre pays.